Lacan, nous et le réel, 93e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Nous sommes restés la dernière fois sur l'intervention de Diotima et sur l'idée que le beau, en tant qu'il constitue une forme de prime sur le chemin du désir, à un moment, à la fois à introduire la possibilité de l'objet, puisque pour qu'il y ait du beau, il faut qu'il y ait au départ un objet, qui soit cet objet que nous avons vu comme étant l'objet petit a, c'est-à-dire ce qui empêche le principe de plaisir et le principe de réalité de se refermer sur eux-mêmes et de former une sphère, c'est-à-dire la forme parfaite qui n'a besoin de rien d'extérieur en elle-même et qui est, disons, l'idéal au départ, l'idéal grec de la forme. Platon, ce sont les formes, c'est-à-dire les idées. Eidos, ce sont des formes originelles. Donc cet objet est progressivement apparaît, le terme progressif là est important, on va le retrouver tout à l'heure, comme le fait d'éprouver le sentiment d'une beauté extérieure par rapport à un objet. Et puis progressivement, donc cet objet va se multiplier, donc on commence à trouver quelqu'un de beau, et puis ensuite la beauté elle est partagée, ce n'est pas juste un seul objet qui est beau, mais il y en a plusieurs, on l'a déjà vu. Puis petit à petit on s'élève sur l'idée de la beauté jusqu'à atteindre le beau en tant que forme idéale. Et ce travail-là, qui au bout d'un moment laisse tomber l'objet, donc il y a une substitution de l'objet à autre chose, c'est-à-dire l'objet en tout cas au sens de matériel du terme, parce que vous savez que l'objet petit a, c'est un objet aussi, mais c'est un objet qui n'est pas matériel, puisque c'est la forme que la subjectivité donne à quelque chose qu'il retrouve chez un autre comme lui étant manquant à lui. Donc, objet, étymologiquement, ça veut dire être jeté devant. Donc, c'est pas parce que c'est pas matériel que c'est pas un objet, c'est quelque chose qui prend une forme, même si c'est une forme totalement fantasmatique, puisque nous l'avons déjà vu, c'est la forme du sujet transposée sur celle d'un objet pour pouvoir être perceptible. Donc au fond, dans ce travail-là de graduation, d'élévation, il y a le perfectionnement du sujet lui-même selon le commandement delphique qui est Gnotis oeton, connais-toi toi-même, que reprend Socrate à l'origine de son enseignement. Mais bien sûr que l'enseignement va développer plusieurs phases, et la phase que nous allons attaquer aujourd'hui, c'est-à-dire celle de l'arrivée d'Alcibiade, qui a pour beaucoup été considérée comme superflue, on ne voyait pas ce que ça venait faire ça avec l'amour jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est justement le trait décisif, non seulement de Platon, bien sûr, en tant qu'il est celui qui raconte l'histoire de Socrate, mais ça va au-delà de ça, puisque Socrate, par son enseignement, là, atteint un niveau indépassable dans la recherche de ce qu'il en est de l'amour. Donc, nous en sommes restés à l'excellent travail de Diotima, donc, qui est la femme qui parle par l'intermédiaire de Socrate, et qui
comme étant cet anachronisme dont je vous ai déjà parlé, suscite la réaction d'Aristophane, qui lève le doigt, comme ça, mais quand même, laissez-moi dire quelque chose, laissez-moi en placer une au moins. Et non, parce que là, Alcibiade arrive, et Alcibiade, avec son cortège de gens un peu ivres, ses couronnes de laurier, sa personnalité qui est quand même extrêmement puissante, hein, c'est-à-dire que si vous lisez les hommes illustres de Plutarque, vous verrez que Alcibiade, il est campé en rien moins qu'une sorte de pré-Alexandre. C'est-à-dire que c'est un homme extrêmement beau, qui a toutes les qualités d'intelligence et qui en plus est un guerrier hors pair, donc qui, je vous l'ai déjà dit dans un autre séminaire, il va louer ses services progressivement jusqu'aux pires ennemis d'Athènes, jusqu'aux Perses, pour finalement trahir les Perses et revenir vers Athènes. Donc, et c'est là où il arrive au banquet. Et nous savons que Alcibiade est l'Héroménos de Socrate. Donc, je vous rappelle, Érastès, c'est celui à qui il manque quelque chose et qui trouve dans son Héroménos cette part fantasmée de ce qui lui manque. Donc, l'asymétrie fondamentale de la position érotique, hein, avec Érastès et Héroménos, nous a déjà entraîné dans ces paradoxes, hein, parce que on s'imagine facilement que, bien sûr, ce sont les hommes qui sont toujours en quête de quelque chose, qui seraient les Érastès et les femmes, les Héroménones, mais pas du tout. En fait, c'est l'inverse. Et là, on va voir, c'est la différence d'être l'objet ou d'avoir l'objet. Et là, on est vraiment dans cette notion d'objet petit a qui est une part réelle, hein, parce que c'est pas parce que l'objet n'est pas matériel qu'il n'a pas des effets réels, parce que l'objet petit a quelque chose à voir précisément avec le réel en tant qu'il est invisible et qu'il a un effet direct sur le sujet. Arrive donc Alcibiade, et Alcibiade, ça fait une espèce de cohue d'un seul coup, parce qu'il est extrêmement puissant. Tous les regards se tournent vers lui, et il occupe toute la place. Évidemment, il vient voir Agathon. Hein. Agathon, je vous rappelle que c'est celui qui a gagné le Grand Prix de tragédie, et c'est chez lui que se passe ce banquet-là. Ce que Alcibiade simule, c'est ce qui a été précédemment défini dans le banquet comme le mérite maximum de l'amour, le fait que le désiré, le désirable, se fasse, se pose, se dévoue comme étant le désir. Et c'est là, et c'est par là qu'il pense fasciner le regard de celui que de toute façon nous avons déjà vu pour être un personnage de type extraordinairement incertain quant au fondement de sa parole. Telle est la voie par quoi nous est ouverte, et dès, vous le voyez, une antiquité qui lui donne ses titres de noblesse, la dialectique du transfert, et si l'on peut dire, l'entrée dans l'histoire d'une question proprement parlée analytique. C'est à partir du moment où arrive Alcibiade qu'il se passe quelque chose qui va faire passer le banquet sur un autre plan. C'est-à-dire les discours sur le banquet vont changer de nature. Jusqu'à maintenant, nous étions avec les 4 premiers et l'arrivée d'Agathon, qui lui ramène le discours déjà sur un autre plan. Je vous rappelle qu'au départ, Agathon, quand il prend la parole, il dit « Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de l'amour en tant que
ses conditions d'advenue, sa naissance, etc., son origine. Et là, je veux, moi, vous parler maintenant de l'amour en tant que ce qu'il est réellement. Donc, ça, c'est l'amour dans son essence, et ça, nous ne le découvrirons que plus tard, parce que la distinction sera opérée par Aristote, donc quelques dizaines d'années plus tard. Mais il y a une différence entre épainos et encomion. Épainos, quand on fait l'éloge, on fait l'éloge de la chose dans son essence, et là, c'est ce qu'a essayé de faire Agathon, c'est-à-dire l'éloge de l'amour en son essence, ce en quoi, bien sûr, il s'est trompé, puisque, faisant ça, il a attribué des qualités à Eros qu'il ne pouvait pas avoir, puisque Eros étant lié au manque, à Poros, à l'aporia, non, à Peña ou aporia, c'est-à-dire la pauvreté ou le manque, eh bien, il ne pouvait pas être beau, puisqu'il allait chercher justement tout ce qui est beau. Et ça a été repéré par Socrate, et nous en sommes là. Et à partir du moment où arrive Alcibiade, il y a un changement, c'est-à-dire que nous allons passer sur son instigation à lui, de épainos, c'est-à-dire l'éloge de l'éros dans son essence, à enkémion. C'est une distinction qui sera faite dans la rhétorique d'Aristote, c'est-à-dire non plus l'éloge d'une chose dans son essence, mais l'éloge de quelqu'un par rapport à ses actions. Et donc ça s'appelle enkémion. Et donc ça, on peut dire que c'est le panégyrique. Au lieu de louer la chose dans son essence pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de manière abstraite, eh bien, c'est un après-coup où on va louer quelqu'un pour posséder cette qualité parce que les actes qu'il aura accomplis auront été dignes de cette chose dont on parlait dans son essence. Donc, on passe de épainos à enkémion, mais faisant ça, on va beaucoup plus loin, puisqu'il s'agit d'une véritable métaphore. Il y a une substitution d'objets, et cette substitution passe sur un autre plan, et on peut dire que là, on assiste à une véritable métaphore, puisque nous passons, c'est l'amour lui-même qui est dépassé par l'éloge de celui qui est digne d'amour. Là, nous sommes vraiment en plein maintenant dans le banquet de Platon. Parce que, évidemment, Alcibiade va s'évertuer à faire l'éloge de Socrate. Mais c'est un éloge qui est marqué par ce qu'on appelle le gélos. Le gélos, c'est-à-dire le rire, la bouffonnerie. Je vous rappelle que le terme agélaste, qui est employé notamment par Rabelais, ça veut dire qui ne rit pas. Quand vous voulez, c'est une des insultes préférées de Céline, agélaste ou aptère, c'est-à-dire privé d'elle, et agélaste, quelqu'un qui ne rit pas. Vous allez voir que la plupart des gens qui nous gouvernent ne savent pas rire. Ils ont une espèce de prise au sérieux d'eux-mêmes, comme si s'ils ne se prenaient pas eux au sérieux, qui les prendrait au sérieux? Donc, c'est marqué à la fois par cette qualité de risibilité, le côté ridicule de la chose, mais aussi une sorte de dimension sacrée au sens originel du terme, c'est-à-dire qui est intouchable parce qu'il appartient à un autre espace. Et on va voir justement comment ça se passe, puisque Alcibiade commence à bouffonner un peu, donc avec Socrate, en disant que « Ah, mais il est là, Socrate, etc. » Moi, je m'attendais à ce que je ne sois que ici avec Agathon, mais quand il y a cet homme-là, ici, c'est impossible, parce que je me sens... il m'est impossible, je me sens entièrement dépendant de l'effet qu'il exerce sur moi, étant donné que je ne peux pas louer qui que ce soit, en faire l'éloge, sans qu'il n'en prenne ombrage et qu'il soit jaloux de ça. Alcibiade, dont le rapport au désir est justement assez visible, qu'il vient demander à Socrate quelque chose
dont il ne sait pas ce que c'est, mais qu'il appelle agalma. Chacun fait l'usage quand un temps j'en ai fait, je le reprendrai. C'est agalma, ce mystère qui sans doute, dans la brume qui entoure le regard d'Alcibiade, représente quelque chose d'au-delà de tous les biens. Comment voir autrement qu'une première ébauche de la technique du repérage, du transfert dans le fait que Socrate lui répondait, non pas là, dans l'âge adulte, ce qu'il lui disait quand il était jeune, occupe-toi de ton âme, mais devant l'homme floride et endurci, occupe-toi de ton désir, occupe-toi de tes oignons dans l'occasion, c'est un comble d'ironie de la part de Platon, de l'avoir désigné par un homme à la fois futile et absurde, presque bouffon. Je crois avoir été premier à remarquer que les vers qu'il lui met dans la bouche concernant la nature de l'amour sont l'indication même de cette futilité finant à une sorte d'abus bouffon qui fait de cet agathon l'objet sans doute le moins propre à retenir le désir d'un être. Et aussi bien qu'il s'appelle Agathon, c'est-à-dire du nom auquel Platon a donné la valeur souveraine, et là, une note peut-être involontaire, mais incontestable d'ironie qui s'y surajoute. Et puis, au fur et à mesure de la conversation, Socrate autorise Alcibiade à faire son éloge. Et là, l'éloge d'Alcibiade, c'est une forme de déclaration publique où il arrive à un point d'exhibition qui frise l'impudeur, c'est-à-dire qu'il va au-delà de la pudeur, puisqu'il va expliquer à quel point Socrate a un effet sur lui tel que il veut absolument dépasser quelque chose là, que nous avons déjà vu auparavant, comme étant peut-être le renversement de l'amour, donc ce qu'on a appelé le triomphe de l'amour, ou la métaphore de l'amour, le phénomène de l'amour, etc. C'est-à-dire que le renversement de l'Héroménos en Érastès. Sauf que ça ne marche pas avec Socrate. Donc il raconte l'histoire, il raconte que il a vu Socrate et que alors qu'il sait déjà qu'il est l'Héroménos de Socrate, il a besoin d'un signe supplémentaire. C'est comme s'il voulait absolument passer à une autre étape, et donc il voudrait quelque chose de Socrate. Puisque l'amour, ça a toujours quelque chose avec la demande d'un autre. Ce dont il s'agit, n'est-ce pas là de nous faire apparaître la structure de tromperie qu'il y a dans le transfert qui accompagne ce certain type de demande, celui de l'agalma caché, que ce transfert très spécial que nous avons le droit, qui est mis là au culmen de ce qu'il en est de l'amour, est-ce que nous ne voyons pas se renvoyer, quoiqu'avec des accents contraires, de paroles d'amour, celles d'Alcibiade et celles de Socrate, qui, je l'ai dit, avec des accents qui ne sont pas les mêmes, tombent sous la clé de la même définition. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Bref, Alcibiade, qui ne peut donner ce qu'il n'a pas, à savoir l'amour que lui demande Socrate, l'amour qui le renverra à son propre mystère et qui, dans le dialogue d'Alcibiade, est incroyablement figuré d'une façon qui me paraît tellement actuelle pour notre réflexion ici, puisque c'est à cette petite image qui apparaît au fond de la prunelle, c'est à ce quelque chose
qui, dans la vision, n'est pas vision, mais est à l'intérieur de l'œil, c'est à cette place où nous situons cet objet fondant qu'est le regard, que dans le texte de Platon, Alcibiade est renvoyé, et que Socrate n'en veuille pas. C'est là aussi une articulation essentielle, mais qui demande à être retenue. Pourquoi n'en veut-il pas, puisqu'aussi bien chacun sait que Socrate est non seulement dit attaché à Alcibiade, mais jusqu'au point d'être jaloux. C'est le texte et la tradition qui nous le disent. Ce que Socrate renvoie à Alcibiade, c'est aussi quelque chose qu'il affirme ne pas avoir, puisqu'il n'a pas aucune science qu'il ne soit, dit-il, accessible à tous. La seule chose qu'il sait, c'est la nature du désir, et que le désir est le manque. On peut même dire que aujourd'hui, le domaine de la compréhension, as-tu compris, etc., c'est toujours un nid de malentendus. Parce que l'important, ce n'est pas tant de comprendre, sauf quand on est resté dans une dimension très infantile. Parce que comprendre, ça veut dire s'imaginer pouvoir répondre correctement à la demande de l'autre, avec un grand A. Donc, Lacan insiste là-dessus à chaque fois. N'essayez pas de comprendre, essayez d'entendre, essayez de lire, essayez pas de comprendre, parce que comprendre, c'est toujours ramener de l'inconnu et essayer de le faire rentrer au chausse-pied dans des choses déjà connues. Mais non, ça ne marche pas. C'est-à-dire, plus on essaye de comprendre, moins on comprend. Donc c'est là, notamment, une fonction de la scansion en analyse. C'est-à-dire, au bout du développement d'un rêve ou d'une exégèse, d'une interprétation, l'analyste coupe. La scansion permet, paradoxalement, eh bien, de reprendre le récit, la fois d'après, d'une meilleure manière, parce que c'était déjà trop pris dans cette volonté de faire entrer l'inconnu dans du déjà connu. Et la compréhension, donc, n'est pas la clé en psychanalyse. C'est-à-dire que le temps de comprendre, c'est pas forcément le temps final. Hein. L'instant de voir, le temps de comprendre, le moment de couper. Donc ça va dans... Ce sont des temps qui sont liés au temps de l'inconscient. Et ce temps de l'inconscient-là demande un rebattage des cartes. Et là, on a l'impression que c'est ce qui se passe entre Alcibiade et Socrate, donc les cartes sont rebattues. Donc Alcibiade raconte son histoire, donc il invite Socrate, et c'est là où il y a le côté gélos, c'est-à-dire risible, parce que bien sûr il l'invite, il lui fait à manger, etc. Socrate est toujours très gentil, mais contrairement à ce qu'espérait apparemment Alcibiade, à la fin du repas, il se lève et il s'en va. Donc Alcibiade, bien sûr, ne se décourage pas, et il va revenir, il va réinviter Socrate, etc. Et là, il va faire en sorte, dans la conversation, c'est une conversation très intéressante, mais là je vous renvoie au banquet carrément, quoi. Lisez-le, c'est magnifique ce texte, il faut le lire 4, 5, 20 fois avant d'entrer vraiment dans la structure. Et à ce moment, vous allez entendre que c'est un passage très drôle où il arrive finalement à le mettre dans un lit, et lui-même se mettre dans le lit sous une couverture. Et puis, mais Socrate reste absolument impassible. Impassible, ça veut dire vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'est même pas susceptible de se soumettre à la passivité. Il est impassible. Et donc, Alcibiade, qui bout à côté, lui dit « Mais est-ce que tu dors, Socrate ?»« Pas du tout », dit Socrate de manière très sobre. Et donc, finalement, il va petit à petit justement déplier, comme expliquer, c'est la même chose, déplier, c'est on déplie comme quelque chose qui serait très plié. Il explique, c'est-à-dire qu'il fait sortir des plis la logique qu'il y a derrière. C'est-à-dire, au fond, ce que vise Alcibiade, nous l'avons déjà vu, c'est l'agalma, son objet petit a.
Et l'Agalma, il est cité 3 fois par Alcibiade. Une fois, c'est Agalma Théon, l'autre fois, c'est Agalma Théia, et la 3e fois, c'est Agalma Aretheia, c'est-à-dire l'Agalma divine de Socrate. Ça, c'est l'Agalma Théia. La première, c'est la statue du dieu de Socrate, l'attrait divin de Socrate, et l'arrêté. En grec, vous savez que l'arrêté, ça veut dire la justesse, la droiture du comportement, d'être dans un comportement qui est droit. Et l'Agalma, je vous rappelle que c'est une boîte qui a essentiellement, la plupart du temps, une forme de satyre ou de silène à l'intérieur duquel il y a des bijoux, des joyaux. Donc il y a un glissement aussi du contenant au contenu. Donc ce que cherche là Alcibiade, c'est très clair. Il veut le trésor caché à l'intérieur du ventre de Socrate, mais il se heurte bien sûr au refus de Socrate. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire beaucoup de choses. Il s'agit de déplier vraiment plan à plan la logique de ce qui est en train de se jouer. D'abord, il y a cette notion d'articulation de l'amour au désir. Donc on l'a vu déjà la dernière fois, l'amour en tant qu'il est une forme de perversion du désir. Parce que il le déplace et lui fait servir un but qui n'est pas le but premier. Donc c'est l'étymologie même de la perversion. Et donc là, ça nous renvoie à la demande, c'est pour ça que je vous ai introduit la notion de compréhension, c'est qu'une demande, elle est toujours inconsciente. C'est-à-dire que derrière la demande de l'enfant de manger, il y a un en deçà de la demande qui est le désir, c'est-à-dire le désir qui est d'un objet, c'est le désir là du sein ou du biberon, d'un objet, de quelque chose du monde extérieur qui vienne, et il y a un au-delà de la demande qui est l'amour. C'est là où les choses se jouent réellement. Et ça suppose, bien sûr, que l'autre va y répondre. Donc tout notre piège sur Terre, il est là, c'est-à-dire de vouloir mettre en scène un autre grand A derrière cet autre petit A ou à l'intérieur de cet autre petit A qui nous répondent. Donc là, vous comprenez bien la notion de l'apparition de Dieu ou des dieux, puisque c'est quelque chose qui a des effets réels sur notre vie, ce qu'on appelle la métaphysique. C'est-à-dire, la physique, c'est l'objet, c'est physis, ça appartient là au monde de ce qui est devant nous, et au-delà de ce monde, la métaphysique, il y a quelque chose qui n'est pas là, mais qui a un effet sur la physis. C'est-à-dire qu'il a un effet déjà sur notre propre être. Donc là, nous avons l'origine même dans cette petite phénoménologie dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que j'ai mise en scène, du fait que les enfants sont déjà des métaphysiciens. C'est-à-dire que pour eux, bien sûr qu'ils vont apprécier qu'il y ait une réponse à cette demande, mais c'est juste le besoin qui est passé par les défilés de la demande, donc défilé des signifiants, qui amène un reste qui est à jamais incombable, qui est cette demande d'amour éternel. Donc pour ça qu'on a besoin des dieux qui nous aiment. Mais les dieux ne sont pas aimables, puisqu'ils font des trucs absolument extravagants et répugnants. C'est-à-dire quand ils tombent amoureux d'une mortelle, par exemple, elle se finit transformée en tilleul ou en je sais pas quoi. Donc les dieux se débrouillent pour faire en sorte de ne pas être aimables, parce que sinon, s'ils étaient aimables et désirables, ce que nous désirerions dans les dieux, c'est leur partie aimable ou désirable. Mais nous passons à côté, cette fois, du réel, qui est l'au-delà. Mais que cet au-delà, c'est pas parce qu'il est au-delà qu'il n'existe pas. Puisqu'il existe, c'est même peut-être la seule chose qui existe, puisque ça a des effets
directe sur la physis, c'est-à-dire le monde des objets. Donc Socrate, lui, il se définit de ne rien savoir, ce qui est la position la plus sage sur Terre, parce qu'on croit toujours savoir, on s'imagine toujours savoir. D'ailleurs, la psychanalyse repose sur ça, hein, sur le sujet supposé pas savoir. Dans le sujet supposé savoir, c'est le savoir qui est supposé. Hein, dans le discours de l'analyste, là, le S2 qui a en dessous du petit a, là-haut, c'est ce sujet supposé savoir. C'est ce savoir qui est supposé, disons, à l'objet petit a dont l'analyste, lui, se met à la place à n'en faire que le semblant. Donc, effectivement, ben, c'est ce que fait Socrate. C'est-à-dire que il va expliquer à Alcibiade, et il va lui dire, mais ce que tu cherches, au fond, est-ce que tu cherches à devenir meilleur? Alors, Alcibiade, ben oui, il reconnaît que la fréquentation de Socrate lui fait effectivement gravir les échelons un à un du perfectionnement de son âme, puisque en étant avec Socrate, alors Socrate se définit, justement, c'est comme ça que le définit Alcibiade, d'être celui qui est comparable à Marsyas, tout en n'étant pas flûtiste, ce qui est énorme comme comparaison. Parce que Marsyas, je vous rappelle, c'est celui qui a défié Apollon au jeu de la flûte. Et il a joué tellement bien qu'Apollon n'a pas pu avoir d'autre solution que de le peler net, c'est-à-dire de l'écorcher. Il ne peut pas aller jusque-là, il ne peut pas jouer aussi bien que les dieux. Donc, Alcibiade dit que Socrate a la seule différence entre Socrate et Marsyas, c'est qu'il n'est pas flûtiste. Donc ça veut dire qu'avec sa parole, le chant de sa parole, c'est-à-dire sa puissance d'évocation langagière, de parole, eh bien il arrive à subjuguer celui à qui il s'adresse. Et non seulement ça, mais même lorsque ces paroles sont rapportées, elles ont encore une partie de cet effet. Ce qui est donc la marque de celui qui est inspiré par les dieux. Puisque sa parole, qui est le réel à partir duquel s'opèrent des changements, des modifications dans la physis, dans le corps même de ceux qui parlent, eh bien, Socrate, lui, en est le porteur, ce en quoi il est vraiment, il fait partie des agalmata, c'est-à-dire des mystères du contenant qui a un contenu. Mais là, évidemment, Socrate, lui, il lui dit « Ah, t'es pas idiot quand même comme mec, hein ?» Ce qui est quand même une manière de dire « Bah oui, finalement, t'as compris quelque chose. » Mais là, il va mettre en scène un retournement absolument dialectique, magistral. Puisque, évidemment, nous l'avons vu, hein, le passage de Héroménos à Érastès, c'est le triomphe de l'amour. Et Lacan donne cette image d'une demande, donc, d'Érastès qui désire l'autre, parce qu'il désire quelque chose en l'autre, que l'autre n'a pas, hein, je vous rappelle, mais que lui s'imagine qu'il a, qui, si l'autre joue le jeu de ça, c'est une perversion. Parce que il s'identifie à un objet qu'il n'a pas. Donc il ne peut pas accepter cet amour-là. Et Lacan donne l'image d'une main qui se tend pour cueillir une rose, et à la place de la rose, c'est-à-dire aussi des épines, c'est une autre main qui se tend vers lui, et ça, c'est le miracle de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a une inversion, là, et il y a une sorte de renversement dialectique où il y a enfin une réponse de l'autre avec un grand A, ce qui est impossible. C'est-à-dire tous nos actes sur Terre sont conditionnés par une croyance très ancienne dans la possibilité d'obtenir une réponse de l'autre avec un grand A. Mais l'autre étant inconsistant, il n'y a pas de réponse, puisque l'autre lui-même est castré. Donc nous devons faire avec ce labyrinthe-là pour arriver jusqu'à ce que notre travail sur la parole, qui est lié à ce travail d'amour, parce que sans ce travail d'amour, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans le royaume de la parole, c'est là où nous allons voir qu'il y a justement une conjonction, malgré la disjonction originelle, entre Socrate qui dit
au fond, la seule chose à faire sur Terre, c'est de perfectionner ton âme. Donc, occupe-toi de ton âme. Il faut bien entendre ce que ça veut dire. Gnotis sueton, occupe-toi de ton âme, ça veut dire occupe-toi de tes oignons. Voilà. C'est-à-dire ne commence pas à t'occuper des choses qui ne sont pas les tiennes. C'est-à-dire les affaires du monde, tout ce qui ne te concerne pas, mais qui te distrait. Je vous rappelle que la phrase clé de Kafka, c'est « Evil is whatever distracts ». Donc ce qui te distrait de ton réel. Occupe-toi de ton âme. Nous pouvons avoir été précisément qu'en fait, la question du sujet telle que je la pose est parfaitement et totalement ouverte au niveau de Socrate. Quoi que nous puissions penser de la façon dont nous avons été transmis les entretiens qui étaient la base de son enseignement, arrangés, modifiés, enrichis, quelque façon que nous le supposions par tel ou tel et par Platon spécialement, il ne reste pas moins que leur schéma est clair, la décantation parfaite de l'être de savoir et de l'être de vérité. Il faut relire tout Platon avec ce fil conducteur, ce rang. Ceci, faut bien sûr, je vous ai appris antérieurement à déchiffrer beaucoup plus loin en appelant les choses par leur nom et en disant ce dont il s'agit dans le désir de savoir, à savoir l'agalma, et laissons pour l'instant ce à quoi Socrate répond, ceci, quel est l'être de vérité de ce désir de savoir. Qu'est-ce qu'il veut dire quand ceci aboutit prétendument à la transcription platonicienne? Occupe-toi de ton âme, nous le laisserons pour plus tard. Mais ce n'est pas pour rien que j'évoque Socrate, que je rappelle de ces clés, être de savoir et être de vérité. Voilà. Donc le perfectionnement de soi-même, c'est-à-dire le fait de grandir, c'est grandir dans le registre de la parole en tant qu'elle est cette parole d'amour. Et puis, de l'autre côté, le Christ qui représente l'avènement du monde judaïque, de la religion judaïque, avec... Tu te dis religieux? Tu dis que tu es religieux? Montre-le dans tes actes. Aime ton prochain comme toi-même. Et ne confonds pas le prochain avec le semblable. Hein. Le prochain, c'est pas celui qui est comme toi. C'est justement le plus proche, et le plus proche, c'est la haine qu'il y a au fond de toi. Voilà. Ça, je vous renvoie au séminaire sur le Moïse et les lectures des deux Moïse, celui qui a été publié, celui qui n'a pas été publié, l'homme Moïse et la religion monothéiste, le livre testament de Freud. Donc, comment ces deux positions face à l'amour peuvent-elles se rejoindre? C'est ce que nous allons voir là, dans ce passage, justement, où Socrate va progressivement expliquer, après avoir reconnu qu'effectivement, Alcibiade, non seulement n'est pas idiot, mais en plus, il ne craint pas la féminisation. C'est-à-dire, il est... Parce que maintenant, on est dans une société tellement dégénérée, dégénérée, c'est le cas de le dire, hein, avec ces histoires de genre, et où les identités masculines et féminines sont absolument brouillées. Mais à cette époque-là, qui semble être une époque décadente, on a des vieilles lopes, comme dit Lacan, qui discutent de l'amour. En fait, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une première lecture qui est extrêmement basique, mais apprendre à lire, ça prend des années. Hein. Donc, Goethe disait, j'ai travaillé à ça pendant 85 ans et je ne suis pas sûr d'y être arrivé. Donc, apprendre à lire Platon et l'ironie de Platon, c'est que, effectivement, là, il y a le fait que sa virilité, c'est un homme on ne peut plus viril, Alcibiade. Ben, une virilité s'accompagne toujours de traits féminins. Donc, parce qu'il ne craint pas la féminisation, tout simplement parce que, nous allons revenir là sur la fin de l'analyse, une fin de l'analyse, c'est accepter une position passive pour les deux sexes, mais pas passive devant n'importe qui ou n'importe quoi, c'est accepter d'être passif devant l'ordre signifiant, c'est-à-dire de prendre ces ordres du point de vue du signifiant. Je vous laisse le soin de découvrir ce que ça veut dire pour vous.
Ça aussi, c'est quelque chose qu'il s'agit d'apprendre à entendre. C'est pas évident, vous n'avez pas à comprendre tout de suite, parce que si vous comprenez tout de suite, c'est que vous n'avez pas compris. Vous avez compris trop vite, c'est-à-dire que vous avez sauté cet élément essentiel qui est celui d'un signifiant qui rend possible ce changement de niveau grâce auquel vous avez eu un instant le sentiment d'une contradiction. Il ne faut jamais sauter un signifiant. C'est dans la mesure où le signifiant ne vous arrête pas que vous comprenez. Or, comprendre, c'est être toujours compris soi-même dans les effets du discours. Lequel discours, en tant que tel, ordonne les effets du savoir déjà précipités par le seul formalisme du signifiant. Ce que la psychanalyse nous apprend, c'est que tout savoir naïf est associé à un voilement de la jouissance qui s'y réalise et pose la question de ce qui s'y trahit, des limites de la puissance, c'est-à-dire quoi? Du tracé imposé à la jouissance. Dès que nous parlons, c'est un fait que nous supposons quelque chose à ce qui se parle. Ce quelque chose que nous imaginons préposé, encore qu'il soit sûr que nous ne le supposions jamais qu'après coup. C'est seulement au fait de parler que se rapporte dans l'état actuel de nos connaissances, que puisse s'apercevoir que ce qui parle, quoi que ce soit, est ce qui jouit de soi comme corps. Il s'agit de prendre le temps de saisir à quel point nous sommes loin de ça. Et je dirais, pour aller très vite, que par exemple, pour comprendre ce que c'est que l'islam véritable, eh bien, il faut comprendre les trois religions. La religion judaïque, avec l'instauration de la loi, la religion chrétienne, avec l'amour comme accomplissement de la loi. Et là, quand arrive l'islam 7 siècles après, c'est la soumission. Mais la soumission au signifiant. C'est-à-dire qu'il n'y a d'amour que de soumission au signifiant. Le signifiant, c'est pas n'importe quoi, c'est pas quelqu'un, le signifiant. Donc on retrouve cette notion métaphysique d'un au-delà, mais cet au-delà, c'est pas quelque chose de fumeux, d'une sorte de mousse religieuse qui serait appliquée et qui nous ferait croire des choses. C'est au contraire, c'est quelque chose de très dur parce qu'il y a du réel derrière. Et donc, il s'agit de s'éprouver dans sa foi. C'est plus du tout de la croyance ou je ne sais quoi. Donc, Socrate, qui n'est pas autre chose que celui qui se dit ne rien savoir, hormis les choses de l'amour. Et les choses de l'amour, on le sait depuis la psychanalyse, c'est le désir et la jouissance. Et surtout le désir en tant qu'il est cette limitation de la jouissance. C'est-à-dire le principe de plaisir vient amener une sorte d'ataraxie, une sorte de maîtrise du bord de la jouissance pour ne pas tomber dans la jouissance. La jouissance, c'est extrêmement puissant et ça nous aspire. Et donc c'est létal. Derrière, il y a la mort. Donc c'est pour ça que Das Ding, c'est quelque chose qui nous attire, mais à laquelle il nous faut à la fois nous laisser aller et opérer une bonne résistance pour ne pas se laisser aspirer. C'est là où le désir devient une désinence du dire. C'est notre parole qui nous permet de nous situer dans ces zones-là extrêmement périlleuses, dangereuses, létales, et de tenir bon
du côté du désir, c'est-à-dire du côté du dire, et ne pas nous laisser envahir et surtout aspirer par cette jouissance létale. Donc, évidemment, Socrate sait ça. Et dans l'équivoque, bien sûr, du c'est ça, il le sait. Mais quand même, il y a une zone où on se demande ce qu'il sait et jusqu'où il sait ce qu'il sait. Ça, c'est très très intéressant et c'est passionnant dans cette fin de dialogue avec Alcibiade. Parce qu'il va lui faire une interprétation. Mais avant ça, il va lui faire la démonstration que si il lui refuse, il ne se justifie pas bien sûr, c'est une lecture que je fais après coup, mais s'il se refuse lui, en tant que devenir l'héroménos d'Alcibiade, c'est-à-dire que Alcibiade passe du statut d'héroménos au statut d'Érastès, qui constitue donc, on l'a vu, l'avènement de l'amour, il y a une ambiguïté, il y a un mystère, parce que s'il fait ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il lui refuse l'amour. Mais non, ce qu'il refuse, c'est la méconnaissance que nous avons, qui fait partie de la structure, que derrière chaque amour, il y a une volonté obscure de ramener un grand A à un petit a. C'est-à-dire de ramener ce qui est de l'ordre de l'inconsistance du système signifiant, de l'autre en tant qu'éternellement autre, à un petit a qui, lui, serait tout. Et donc, derrière ça, il y a ce désir-là. Hein? Voilà. Donc, évidemment, la seule manière pour lui d'éviter ce qui saurait être une erreur, c'est-à-dire se livrer à Alcibiade, c'est-à-dire être sous l'emprise, cette fois, d'Alcibiade en tant que son objet d'amour, c'est de dire « Mais ce que tu cherches au fond de moi, je ne l'ai pas, parce que je ne suis rien. » C'est-à-dire sa position face au désir de l'autre, la seule manière de désactiver le désir de l'autre avec un grand A, c'est d'assumer le vide qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire de n'être à rien. C'est seulement à ce moment-là que nous sortons de cette tromperie qui fait que derrière nos déclarations sentimentales, derrière tout ce que nous disons, il y a toujours cette volonté de ramener un grand autre au petit autre. Il faut laisser le grand autre là où il est, c'est-à-dire dans l'atopia. C'est ça l'atopia de Socrate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu. Il est partout, il est nulle part. Et comme dit saint Augustin, intimo intimeo meor, c'est-à-dire que ce qui est le plus intime à moi-même, c'est ce qui m'est aussi le plus étranger. Et c'est là qu'il place le vide. Ce vide-là, donc ouden, ce rien, ouden en grec, c'est aussi bien sûr kénosis. Hein, c'est ça la kénose saint-augustinienne. Donc il se met dans une position où il lui dit, premièrement, ben voilà, c'est un vide que tu vises. Donc, ça sert à rien, puisque ce que tu vises, ça serait quelque chose qui te rende plus grand et meilleur, etc. Mais tu ne peux pas, parce que, en fait, ça te renvoie à ta propre position de continuer. C'est-à-dire que tu n'es pas encore assez élevé sur l'échelle du désir à gravir les échelons de ta parole pour saisir ce qu'il en est jusqu'à ce que la parole ne te tienne plus. Et là, nous sommes vraiment dans cette image des aventuriers de l'Arche perdue, là, d'un film des années 80, où Indiana Jones est obligé d'aller, de poser un pied sur un vide, et là, s'il le pose correctement, une pierre apparaît. C'est-à-dire, il peut poser son pied sur le vide, il est soutenu. Et le vide, c'est justement, c'est ce ne pas savoir. Ne pas savoir. Parce que là, on est au bord, on ne peut aimer que si l'on ne sait pas. Donc, on peut aimer que quelque chose que l'autre n'a pas. Donc, d'une certaine manière, là, Socrate montre ce qu'il en est de l'amour en tant qu'il va faire cette
interprétation à Alcibiade, comme quoi tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, là, en vérité, c'est pas adressé à lui. C'est adressé à Agathon. Et là, c'est l'intelligence supérieure de Socrate. Parce qu'Agathon, ça veut dire le beau. C'est-à-dire qu'il renvoie sur le signifiant. C'est pas forcément Agathon, le tragédien. C'est Agathon. On reste dans l'équivoque. Une équivoque signifiante, une interprétation magistrale ou analytique. Là, effectivement, on comprend comme l'analyse, le discours du maître et l'envers du discours de l'analyste. C'est-à-dire que c'est un dégagement, c'est-à-dire c'est un pas en retrait, comme le pas dans lequel les analysants essayent de mettre l'analyste, et lui, il fait un pas en retrait. Il crée un vide, puisque c'est à partir de ce vide que l'analysant va monter, gravir, justement, par la parole, il va y revenir avec le matériel de la parole, donc sur l'énoncé de son désir, et même l'énonciation là, de son désir. Il est obligé d'aller toujours un peu plus loin dans l'énonciation de son désir, et donc d'arriver à ne pas savoir sur un lieu du ne pas savoir. Et là, on se demande si Socrate n'est pas en train de faire ce que fait Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, en donnant cette interprétation-là, de ne pas savoir où il va et d'accepter de ne pas savoir. C'est-à-dire lâcher un signifiant comme ça, quand on peut le faire en analyse, et puis voir ce que ça donne après, quitte à revenir dessus. Et là, effectivement, là se dénoue ce banquet magnifique, où quand je pense que certains voulaient enlever l'intervention d'Alcibiade, alors c'est l'intervention clé, mais ça, c'est le monde universitaire était un monde absolument dégénéré. Ça ne veut pas dire que le discours universitaire le soit. Au départ, il y a quelque chose de structuré, mais ensuite, quand il veut se mettre au service du discours du maître pour prendre la place du maître, là, ça devient vraiment une perversion radicale qui donne le discours capitaliste dans lequel nous sommes. Mais les mauvaises lectures, la somme des mauvaises lectures, que ce soit de Platon, de Marx, de Freud, de Lacan, etc., c'est notre principal ennemi. C'est-à-dire que nous devons apprendre à lire pour apprendre à parler, parce que là, il en va de nos possibilités même d'émergence de notre sujet. Ce que fait remarquer Socrate à Alcibiade, c'est que est-ce que Alcibiade considère que Socrate, lui, est vraiment ce porteur de l'Algalma, c'est-à-dire le trésor enfoui à lui, etc. En lui, ce trésor enfoui en lui. Et là, Alcibiade lui dit, oui, effectivement, donc je te fréquente parce que ça va me rendre meilleur, etc. Et il lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu donnes en échange? Parce qu'il y a toujours un échange. Et donc, ce qu'il donne en échange, Socrate ne tarde pas à lui faire remarquer que c'est exactement comme s'il lui offrait du cuivre pour de l'or. Alors que cet or-là est seulement supposé, puisque Socrate ne le reconnaît pas en lui. Et donc, ce faisant, il rend l'argumentation d'Alcibiade nulle et non avenue, puisqu'il n'a rien là qui puisse lui permettre de s'approprier le trésor caché de l'Agalma de Socrate. Et là, vraiment, on en revient au début, c'est-à-dire la première intervention, où Socrate, après avoir passé plusieurs heures sur un pied à penser avant d'arriver au banquet, et donc d'arriver très tard au banquet, eh bien, il va vers Agathon, il se met à côté d'Agathon, donc Agathon, le beau, et il va lui dire que il se met à côté de lui parce que Agathon lui semble tellement plein de formes et de richesses que lui, il est comme branché sur lui comme un fil de laine qu'on fait passer d'un vase à un autre afin de combler son vide. Donc il est déjà dans une position analytique d'avoir avoué son propre vide au préalable pour revenir à la fin du banquet, donc, et lui permettre cette interprétation magnifique qui est, ben non, Alcibiade, tu vois, tout ce que tu viens de dire maintenant, même si tu as l'impression de t'être mis à nu devant tout le monde, avec la dimension de témoignage public qui appelle à la morale supérieure, à quelque chose d'un ordre où tous les petits tas formeraient un grand tas magnifique pour t'apporter une réponse, eh bien, c'est pas ça. C'est l'autre. Et là,
c'est la notion de transfert à proprement parler. Puisque nous ne sommes plus dans cette notion de transfert qui consiste à analyser que l'actualité de l'analysant n'est qu'une mise à jour de ce qui s'est passé auparavant mais qui n'existe plus, et c'est remis en scène pour essayer de saisir justement quelque chose qui lui fasse grimper les échelons de ses possibilités de sujet, donc d'acheminement vers la parole. Mais là, c'est un véritable transfert parce qu'il transfère ça vers un objet contemporain qui est là. C'est-à-dire qu'il l'actualise et il dit voilà ce qu'il en est de la dimension du transfert et de l'amour. Alors bien sûr, il prend la précaution, avant d'arriver à ce point du discours, de dire que tous ceux qui ne sont pas prêts à entendre se bouchent les oreilles ou sortent. Il répète ça. Il dit, ce que je vais dire n'est pas pour tout le monde, là. Parce que, justement, c'est là où on peut entrer dans ce domaine très controversé qu'est l'initiation. Il s'agit d'être initié. Et là, initié, ça ne veut pas dire, c'est le contraire des rituels francs-maçons et toutes ces conneries obscurantistes. C'est-à-dire, c'est d'être totalement investi d'une parole qui lui vient d'autre part. C'est-à-dire d'avoir été touché par la grâce, par Dieu lui-même. Et en étant, lui, justement, ne se laissant pas toucher de ça. C'est-à-dire ne jouant pas cet objet-là. C'est là où le noli me tangere du Christ résonne après coup sur le noli me tangere de Socrate. Ne me touche pas. Parce que ce n'est pas là, ce n'est pas ça. Donc, il intègre cette dimension-là comme étant ne pouvant être entendu que par ceux qui ont des oreilles, comme dit le Christ. Que ceux qui ont des oreilles m'entendent. Ça veut dire que quand vous aimez ou que vous désirez quelque chose, eh bien, c'est pas ce que vous croyez. Et ça peut apparaître extrêmement décevant. Ça peut provoquer un dégoût du monde. Parce qu'on se dit, mais alors, il n'y a pas d'amour, ça ne marche pas, c'est n'importe quoi, pourquoi il y a ce discrédit sur... Mais parce que c'est pas ça. C'est quelque chose d'autre. Mais, si vous atteignez cette autre chose-là, qui est le fait de gravir un à un les échelons jusqu'à l'acheminement vers votre parole, et que vous découvrez la splendeur de l'amour en tant qu'il est lié au verbe inséminateur, eh bien tout le reste vous semble magnifique. C'est-à-dire que vous inversez la chose. Et c'est là où l'amour de Socrate rejoint l'amour christique. Entre les deux, justement, il y a cette adoration du verbe en tant qu'il est le créateur. Le verbe, au début, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est fides dans l'évangile selon saint Luc. Donc fides, c'est la parole en tant que foi. Foi dans la parole. La parole, c'est justement le Dieu lui-même. De ce qu'il en reste, en tout cas. Il ne reste que ça de Dieu, comme dans la religion chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il reste le Saint-Esprit, c'est le système symbolique, en tant qu'il est le défi que nous avons d'y retrouver son origine, en tant qu'elle est une parole d'amour logique. Et là, c'est vraiment la psychanalyse. La psychanalyse, elle n'est que logique. À partir de l'œuvre de Freud et son... Entwurf, son esquisse pour une psychologie scientifique, vous pouvez lire ça dans le détail, il n'y a pas plus logique que ça. Et ça, paradoxalement, c'est la parole d'amour. C'est-à-dire que c'est une parole à laquelle notre petite logique hypothético-déductive n'a qu'un rapport lointain d'horizon, comme les règlements du monde n'ont qu'un rapport lointain d'horizon envers la loi. La loi avec un grand L qui fait que cette loi, en tant qu'elle est implacable et qu'elle concerne tout le monde, personne ne peut s'y soustraire, cette loi-là n'est rien d'autre que notre désir refoulé. Là, vous avez la structure de la psychanalyse, et donc cette notion de transfert qui est non seulement une notion clé, mais la notion centrale et même originaire
de la psychanalyse, on peut dire, après, au début était le verbe, au début était l'action de Goethe, on peut dire là maintenant, au début était le transfert, en tant que le transfert, c'est l'amour. Et un transfert, c'est comme quand vous transférez des données, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose qui passe d'un lieu à un autre lieu, et nous sommes sans arrêt dans ces déplacements-là, et ça, ces déplacements-là sont le déplacement de la chaîne signifiante supérieure, celle qui est en haut du graphe par rapport à l'autre chaîne signifiante qui est celle du discours courant. Et donc, dans cet écart-là, donc, vous avez effectivement l'amour qui est là, dans un lieu sans lieu, c'est-à-dire une atopia qui est aussi le terme qui définit Socrate, son atopia.